Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence RSE de Medinsoft. Je suis Olivia Christophe, la présidente de la commission Time for Action. Et autour de moi, j'ai à mes côtés en présentiel à la COC Martine Sousse, qui est experte en innovation et nouveaux usages et qui conseille les entreprises et les startups en matière éditoriale et en communication digitale et qui accompagne aussi les projets d'innovation en France et à l'échelle européenne. En visioconférence, on a Philippe Girard, qui est pionnier de la RSE en France et qui est créateur des trophées RSE. Il accompagne les entreprises et les organisations dans la conception et dans le déploiement de leur stratégie RSE et dans leur plan d'action. Et il anime aussi des événements et des rencontres sur le sujet. En visio, nous avons aussi Sophie Maladry, qui est chef de projet KPMG Impact. Alors KPMG Impact, c'est l'initiative mondiale qui adresse les questions comme la performance et la durabilité environnementale, sociale, de gouvernance, le développement économique et social, le changement climatique, la décarbonisation et le financement durable. Et enfin, nous avons Anne Binet-Polito d'IBM, qui est support avant-vente et qui travaille avec la fonction commerciale d'IBM sur les appels d'offres complexes et qui est notamment spécialisée dans les questions RSE qui sont posées par les clients dans le cadre de ces appels d'offres. Voilà, je crois que nous sommes tous là. Je vais faire une petite introduction sur la RSE avant de passer la parole un petit peu à tout le monde. Alors déjà, on va se mettre d'accord sur une définition de la RSE, puisque selon la Commission européenne, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est bien la définition de l'acronyme, et l'intégration volontaire par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc concrètement, une entreprise qui pratique la RSE, c'est une entreprise qui va chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Donc pour ça, il y a plusieurs axes. Il y a la gouvernance de l'organisation, il y a les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement commercial. Alors, si on fait un petit état des lieux sur la RSE en France en ce moment, selon les chiffres qu'a fourni BPI, qui commencent un peu à dater, mais qui sont de 2017, on a à peu près 50% des PME et des ETI qui déclarent avoir une démarche RSE. La moitié ayant vraiment une démarche structurée, l'autre moitié pas très structurée. Et dans l'autre moitié qui n'a pas vraiment de démarche RSE, on a des entreprises à 40% qui ont des actions ponctuelles et le reste qui ne fait vraiment rien. Alors la question est de savoir pourquoi ces entreprises ne font pas grand-chose ou ne sont pas structurées. Et je pense qu'un des premiers axes, c'est parce qu'on se dit peut-être que la RSE, c'est compliqué, c'est beaucoup de normes, c'est beaucoup de contraintes. Et pour répondre à cette question qui forcément appelle une réponse contradictoire, je vais demander à Philippe Girard de nous éclairer sur le sujet. Olivia, bonjour à tous. Désolé pour vous. Alors voilà, là vous commencez déjà à m'énerver. Ça veut dire que je le savais. Voilà, c'est ça. Quand on attaque l'angle des normes pour parler de la RSE, ça m'énerve fortement parce que en fait, pour être clair, la RSE elle a été dévoyée par ceux qui pouvaient gagner de l'argent et tout de suite tomber dans les normes pour dire faut faire de la RSE, c'est ignorer toute la philosophie qu'a la RSE, parce que la RSE elle interroge sur le sens. Et avant d'interroger sur le sens, elle interroge sur la responsabilité. Donc si on allait voir les entreprises en disant mais c'est quoi votre responsabilité, à quel moment elle commence et à quel moment elle s'arrête, c'est là qu'on a des définitions totalement différentes et c'est là qu'on a la vision de la femme et de l'homme magnifiquement illustrée. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent moi ma responsabilité c'est de donner aux gens, ça suffit. Et puis il y en a d'autres qui disent non, moi ma responsabilité elle va plus loin, c'est peut-être de faire en sorte que mes salariés soient heureux. Et puis il y en a qui disent ouais, et puis d'avoir aussi un impact sur l'environnement, de réduire mes impacts, c'est peut-être pas mal. Oui, et puis de participer à mon territoire, c'est pas mal. Et puis peut-être de faire participer mes salariés aussi à l'intelligence globale, c'est pas mal, etc., etc. Donc elle est partie d'abord d'un questionnement philosophique presque même de l'entreprise. Sa route sur où est-ce qu'elle a envie d'aller et comment elle a envie d'y aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, des noms apparaissent comme les entreprises américaines parlent de leur raison d'être. Donc la RSE, elle trace les contours
de la direction qu'on veut donner. Et c'est bien embêtant que beaucoup d'entreprises ne l'aient pas fait, parce que ça veut dire, et je crois que c'est la différence qu'on a entre un chef d'entreprise et un entrepreneur. Un chef d'entreprise, pour moi, c'est quelqu'un qui a une idée et qui développe son entreprise, mais qui souvent croit qu'il est capable de tout faire. Un entrepreneur, c'est celui qui a une vision au-delà de son projet, et de son produit, et qui sait qu'il doit réfléchir à long terme, il doit se diversifier, et il doit prendre autour de lui les meilleurs. Et il a compris qu'il n'était pas bon dans tout, et qu'il avait besoin des gens autour de lui pour se structurer. Et à partir de là, dans cette mentalité-là, il comprend que son entreprise même, il faut la structurer, et il faut justement l'amener vers des outils d'organisation et des outils de structure qui sont alors les normes. D'accord. Donc si je vous comprends, bien sûr, si je vous comprends bien, c'est qu'en gros, c'est pas la peine d'attendre qu'il y ait des normes ou enfin d'atteindre des normes, mais on parle vraiment d'un engagement et de la volonté d'un dirigeant. Je vais passer la parole à IBM qui va nous expliquer qu'à un moment donné, il faut bien commencer sur ce sujet. Oui. Je voudrais juste qu'on soit bien d'accord sur la RSE, que dans une RSE, on parle de stratégie et on ne parle pas d'action sociale ou d'action environnementale, d'action sociétale. C'est une vision globale. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre des actions sociales, environnementales, sociétales et la RSE. C'est pour ça que cette vision globale, eh ben, il y a pas mal de boîtes qui ne le font pas. Voilà. Merci. Anne? Oui. Écoute, je peux que confirmer. Bonjour d'abord tout le monde. Je peux que confirmer les propos de Philippe. Les principes de la RSE. C'est d'abord une prise de conscience. C'est une volonté de faire quelque chose. C'est pas appliquer quelque chose à une norme, un standard qui serait sorti. C'est vraiment une volonté. On a cette chance. Je suis désolée, j'ai un retour. C'est compliqué de s'entendre avec un décalage, mais je vais essayer de poursuivre. La chance qu'on a eue à IBM, c'est d'avoir vraiment un fondateur visionnaire, je dirais, quasiment, Monsieur Thomas Watson. C'est un nom qui vous dit sans doute quelque chose, qui a fondé IBM en 1911 et qui a eu très très vite conscience de l'intérêt qu'il y avait d'abord pour ses salariés d'améliorer les conditions de travail, mais aussi du rôle qu'il pouvait jouer en tant qu'employeur, un rôle social. Et donc qui a très très vite embrayé sur la diversité, l'inclusion, des choses comme ça de façon naturelle. On remonte dans nos livres au premier recrutement d'une personne qui a un handicap. Ça remonte à 1914. On parle aussi déjà de l'égalité salariale à tâches égales entre hommes et femmes dès 1935. On pousse encore jusqu'à quelque chose qu'on appelait l'égalité des chances, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations, race, couleur, croyance, 1953, pour ensuite arriver à la politique environnementale vraiment formalisée du groupe qui remonte à 1971. Tout ça, c'est lié à la volonté de nos dirigeants et d'un homme en particulier. Et ça s'est fait avant même qu'on prenne conscience de ce concept de RSE. Ça s'est fait parce que le dirigeant a pris la décision de mettre en place ces choses-là. Ensuite, on a quand même essayé de s'appuyer sur du formalisme parce que, évidemment, IBM était un groupe international. On est obligé de tenir compte de cette dimension-là. C'est un groupe qui représente en 2019 plus de 350 000 employés dans le monde, répartis sur 170 pays. Donc cette dimension-là, quand on attaque les sujets de la RSE, il faut aussi l'intégrer. Et aussi les contraintes et spécificités des secteurs d'activité. Il y a quasiment autant d'approches RSE que d'entreprises. Je schématise, mais c'est un peu l'idée. Et donc on est quand même contraint et obligé de tenir compte des contraintes de l'activité des secteurs d'activité dans lequel on est. Donc c'est aussi ça qu'a fait IBM. Et du coup, ils se sont dit que plutôt que de réinventer la roue, comme peut-être font des concurrents ou des gens qui sont dans la même industrie que nous, si on se réunissait ensemble et qu'on mutualisait ce qu'on a trouvé, ce qu'on peut mettre en place, les bonnes pratiques, etc.
À ça finit par aboutir à quelque chose d'un peu structuré, mais sur quoi on se retourne pour structurer ça? Il y a tellement de choses qui sont en place, le pacte mondial, il y a des ISO 14001, machin. On se dit bon, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on prend? Eh ben, pourquoi choisir? On prend le meilleur de tout. On assemble tout ça, on l'adapte à notre secteur d'activité et on en fait quelque chose qui nous correspond et qui répond à nos besoins. Et donc en 2004, IBM s'associe à un petit groupe d'acteurs de l'industrie électronique. Ils prennent le meilleur de tout ça. Ils éditent un premier code de conduite de l'industrie qui s'appelle l'Electronic Industry Citizen Coalition, qui changera de nom de façon plus simple en 2017, à la fois pour changer de nom et puis aussi surtout pour intégrer des acteurs industriels autres. On a le secteur automobile qui adhère maintenant à ça et qui s'appelle maintenant le Code de l'industrie Responsible Business Alliance, qui est un code de conduite qui adresse tous les domaines de la RSE, hein, évidemment les conditions de travail, santé, sécurité, environnement, système de gestion, gouvernance, éthique. C'est vraiment les sujets de base. Les petits nouveaux cette année, il y a une nouvelle version qui sort en janvier et on intègre aussi la cybersécurité, la protection des données, parce que tout ça évolue, hein. On en est à la version 7 en janvier. On a des grands acteurs du secteur électronique qui adhèrent à ce code de conduite, comme Microsoft, Apple, Cisco, Dell. Enfin, je vais pas vous irez voir. Responsible Business Alliance. Il y a de quoi faire. Alors évidemment, ça s'adresse. Là, on parle d'IBM, mais ça peut aussi intéresser des entreprises de plus petite taille. Je veux dire, c'est les bonnes idées, elles sont pas réservées qu'aux grandes industries, aux grandes entreprises. Hein. Les bonnes idées, elles sont applicables à tout le monde. Voilà. Merci. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'il faut aussi savoir s'approprier la RSE. J'imagine que c'est aussi ce qu'a fait KPMG, parce que nous avons Sophie Maladry qui est avec nous et qui peut aussi nous synthétiser l'action de KPMG justement en matière de RSE. Alors, je vais parler en fait donc au nom de KPMG, je vais plus vous parler en fait de la démarche envers nos clients. La démarche en RSE interne, elle est très tournée en fait vers nos collaborateurs. C'est vrai que pour une société de conseil, ce sont des démarches autour de nos émissions de gaz à effet de serre qu'on va réduire avec une orientation zéro carbone, autour de la réduction en fait de nos déchets, de nos bâtiments au niveau environnemental, etc. Mais je dirais que notre démarche à impact, elle est plus tournée aussi vers nos clients. Aujourd'hui, KPMG, c'est pour tous nos clients, dans tous nos secteurs et dans tout ce qu'on fait, on doit adresser la RSE. Pourquoi? Parce que moi, je vais rejoindre absolument ce que dit Philippe. La RSE, c'est pas des normes, c'est une vision vraiment du monde et de l'importance de réorienter et de transformer l'ensemble de nos entreprises pour une responsabilité, parce que tout simplement, de manière environnementale, on n'a pas le temps et de manière sociale non plus, parce que les deux sont liés. Donc, on a 10 ans pour transformer et donc, c'est peut-être plus le moment d'une norme, pas une norme. Théorie des petits pas, on y va et on doit adresser tous nos clients pour les amener finalement petit à petit à avoir une stratégie très forte et gouvernée pour mettre en place la RSE. Alors, quand on parle de stratégie RSE, qu'elle soit dans une très grande entreprise qui a des obligations, une DPEF, etc., avec peut-être les moyens aussi de faire du formalisme, on peut très bien l'adapter en fait à notre réseau, parce qu'on a énormément de TPE et de PME clientes chez KPMG, même si c'est moins connu. Et là, mettre en place une stratégie RSE, c'est hyper important. Il faut que ça parte de la vision de l'entreprise qu'on veut pour demain, pour nos salariés, pour nos clients, et être vraiment avec une conviction profonde qui est celle de notre raison d'être et notre raison d'avoir. On dit c'est bien joli, mais il y a la crise. Pensez à ces trucs-là, ça va être compliqué parce que là on est déjà dans une période compliquée. Donc, au contraire, par moment c'est une manière vraiment de rebondir. Donc, pour moi, c'est une manière de rebondir par l'innovation et d'aller plus loin. C'est stratégique.
Alors justement, merci, Voilà. merci Sophie. Je vais passer la parole à Martine Sousse qui est à côté de moi, justement pour juste, est-ce qu'on pourrait pas utiliser la RSE pour redémarrer, pour sortir de cette crise. Juste un petit aparté, si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin on a prévu une session questions-réponses à la fin, donc pas de panique. Donc voilà, l'innovation RSE pour sortir de cette phase difficile, j'ai pas envie de dire crise exprès. Martine. Je crois qu'on peut le dire, on ne surprendra personne. En fait, la RSE aujourd'hui, elle vit une période qui est absolument extraordinaire pour ce terrain d'investigation et d'exploration pour les entreprises, parce que la pandémie qu'on traverse, c'est un formidable accélérateur de l'innovation pour la RSE. Il a fallu réagir très vite, il a fallu aux entreprises, y compris aux entreprises qui étaient très établies, démontrer leur capacité de se remettre en question et surtout de répondre à des enjeux qui sont vraiment des enjeux sociétaux que révèle le sanitaire, la crise sanitaire, mais qui sont au cœur de la RSE depuis que ce concept existe. Et donc l'innovation est revenue au centre avec la nécessité de démontrer que travailler avec des acteurs d'innovation, avec des startups, remettre en cause des processus, des modalités de gouvernance, des formes d'action et des formes de management avec les salariés était devenu un impératif qui ne pouvait pas attendre de se mettre en œuvre. Donc on peut parler de crise, effectivement, la question étant de démontrer pour les entreprises aujourd'hui comment on va affronter la sortie de cette période, de ce choc qu'elles subissent, lesquelles seront résilientes, lesquelles ne le seront pas. C'est une question de fond. Et comment travailler avec les acteurs de l'innovation. Plus avant, on peut même se dire que l'innovation de rupture prend en tout cas une réalité dans le quotidien des entreprises, puisqu'il faut vraiment inventer de nouveaux modèles aujourd'hui, qui sont des nouvelles qui n'avaient pas été explorées jusqu'à présent. Alors c'est quelque chose qui est déjà sous les feux de la RSE depuis quand même pas mal d'années. Moi je travaille avec Philippe Girard au sein du Lab RSE Innovation, qui est une émanation de l'association RSE Innovation France, qui a porté le forum Reset, depuis des années. Et ces dernières années, nous avions monté un village de l'innovation RSE qui nous avait permis d'identifier chaque année, pour chacune de ces sessions, sur les 10 dernières années, une dizaine de startups qui avaient pris le chemin de la RSE et qui avaient en tout cas mesuré combien leurs innovations de services fonctionnels ou technologiques pouvaient être un atout pour la mise en œuvre de stratégies RSE dans les entreprises. Ça pouvait correspondre à un désir, une volonté des dirigeants d'entreprise de s'engager sur ces questions-là, voire même de prendre des risques, d'aller sur des secteurs à explorer, qui étaient à défricher. Aujourd'hui, c'est devenu une évidence de le faire, et c'est corroboré par les attentes de l'écosystème économique, puisque de nombreuses études sont venues confirmer que la question de la résilience et de l'engagement était considérée comme une obligation pour plus des 2/3 des Français. Ils attendent de leurs entreprises qu'elles soient engagées sur le plan sociétal, et donc qu'elles démontrent leur capacité de développer des stratégies RSE et de les mettre en œuvre. Alors sur le local, on sait déjà que des startups ont abordé cette question-là. Elles travaillent déjà avec des entreprises. Certaines ont eu ont eu un développement absolument phénoménal depuis leur création dans les 5 ou 6 dernières années. Je pense à Zéro Eco Impact, qui a une dimension nationale aujourd'hui, qui est une plateforme qui aide les marques à réduire leur impact, leur empreinte carbone. Je pense à Alert Gasoil, que tout le monde connaît, qui était une start-up il y a 4-5 ans, qui est aujourd'hui une très grosse entreprise innovante, qui développe des systèmes de mesure de la consommation de gasoil et qui donc réduit les impacts sur l'environnement et le risque de gâchis de fuel. Je pourrais en citer 2-3 autres. Supermood, qui est une solution d'enquête intelligente qui s'appuie sur la vie des salariés pour faire évoluer en innovation et en compétitivité les entreprises. Je pense aussi à des boîtes qui se sont révélées vraiment très fortes durant le temps de la pandémie, dès le premier confinement, et qui travaillent sur les questions de recyclage et
d'une meilleure organisation de la question des déchets alimentaires ou des non consommés, des invendus alimentaires. Alors c'est Phoenix, c'est Too Good To Go qui travaille vraiment sur la question de l'alimentaire. Ils viennent apporter une solution complémentaire au grand compte de l'agroalimentaire pour faire circuler des invendus ou des produits en limite de péremption. Donc là, effectivement, on est vraiment sur la question du durable. Et puis une autre comme Give, qui est aussi une jeune boîte qui progresse très vite et qui travaille sur la seconde vie à donner aux objets. Ça, c'est sûr, je dirais, sur ce que moi j'appelle les startups, c'est-à-dire des boîtes récentes à fort potentiel de développement. Et puis on sait aussi, pour revenir sur des choses qui peut-être nous permettent d'élargir un peu la discussion, que les grands comptes ont saisi très fort, très rapidement, avec beaucoup de vigueur, la question de l'innovation. C'est durant cette année qui vient de s'écouler, en allant sur des terrains qui n'étaient pas nécessairement les leurs. Je pense à Decathlon notamment, qui a bossé avec une entreprise, une start-up italienne qui s'appelle Isinova, pour adapter les masques de plongée et en faire développer des pièces imprimées en 3D pour pallier le manque de masques dans le secteur hospitalier. Je pense à Air Liquide, PSA, Renault, qui ont produit des respirateurs, ce qui n'était pas leur terrain de jeu habituel. Je pense à Vinci Autoroute qui a boosté, c'est le cas de le dire, sa réflexion sur les mobilités quotidiennes et la décarbonité des mobilités, y compris en direction des flottes d'entreprises. Voilà, tout ça, ce sont des actions qui ont été engagées. Elles sont d'un intérêt au quotidien majeur pour l'évolution de ces grands comptes, de ces entreprises, pour la corrélation entre les uns et les autres. Elles s'inscrivent aussi très fort dans un schéma d'attente des Français et des Européens. Vous savez que la plupart des appels à projets européens aujourd'hui intègrent cette notion de développement durable et ces questions sont abordées aujourd'hui, y compris à l'échelle du management. Et là, je crois que nos partenaires dans cette table ronde ont des choses à dire sur la question de la relation aux hommes au sein de l'entreprise. Tout à fait, merci Martine, parce que c'est vrai que l'innovation, elle peut être, en tout cas telle qu'on l'imagine, elle est forcément technologique, alors que pas du tout. Elle peut aussi être organisationnelle, et justement, je pense que Sophie de KPMG peut justement nous en parler. Oui, tout à fait, parce que effectivement, on a toujours une relation à l'innovation qui est l'innovation qui va apporter des solutions technologiques, l'innovation digitale, l'innovation des plateformes, etc. La Tech for Good que vous avez très justement abordé, et ça, on y est très sensible. Après, l'innovation peut être totalement organisationnelle. On doit vraiment repenser en fait la manière dont l'entreprise va fonctionner pour correspondre à ces enjeux RSE. C'est-à-dire que, par exemple, la gouvernance, ne serait-ce que la gouvernance, je pense qu'il faut commencer vraiment par là, c'est-à-dire intégrer les parties prenantes, fonctionner différemment, être entreprise à mission ou pas, mais peut-être avoir des gens qui nous orientent vers travailler avec les secteurs de l'E2S, avoir des nouveaux circuits avec le secteur de l'E2S et s'organiser comme ça, s'organiser aussi dans la manière d'adresser le travail des salariés, avec du travail plus flexible, avec la possibilité de travailler pas forcément en télétravail, mais avec des zones, des tiers-lieux ou autres, pour que on puisse retrouver dans les territoires des lieux de vie importants, intéressants, locaux. Tout ça, c'est quelque chose d'ensemble qui va complètement bouleverser la manière de penser l'entreprise. Et ça, c'est un vrai virage. C'est-à-dire que la RSE, c'est plus, on va dire, les quelques actions vertes qu'on faisait à une époque pour verdir ou pour rosir si c'était des actions sociales. C'est vraiment une démarche d'entreprise qui nécessite qu'on reprenne finalement petit à petit et à petits pas en fonction des priorités chaque processus et qu'on se dise comment on va maintenant adresser la chose puisqu'on a ça en plus. Alors après, si on prend par exemple un secteur industriel, bien évidemment, il va falloir travailler sur l'économie circulaire. Il y a un deuxième secteur qui va être exponentiel, ça va être le secteur du recyclage. Vous l'avez cité et c'est évident. Donc tout à coup, il faut travailler presque à part égale dans l'économie circulaire
avec la fin de vie du produit et son retour dans la chaîne. En matière d'organisation, c'est pas neutre. Donc voilà, c'est immense et c'est pas forcément de nouveaux produits pour vendre plus. En tout cas, dans la RSE, c'est plutôt le contraire. Voilà. Donc pour ça, il faut penser transformation de l'entreprise et avoir des idées qui viennent d'ailleurs souvent des salariés. Il faut mettre des boîtes à idées. Merci Sophie. D'ailleurs, on parlait révolution un petit peu au niveau de l'organisation, mais peut-être aussi au niveau du recrutement. Et à ce titre, donc Anne nous a parlé déjà de l'intégration du handicap depuis des dizaines et des dizaines d'années chez IBM. Je pense qu'il y a un nouveau cap qui est en train d'être franchi avec la notion de neurodiversité. Oui, absolument. L'innovation à l'échelle d'une entreprise, elle peut investir tous les domaines. IBM reconnaît depuis longtemps la diversité et l'inclusion, c'est au cœur de notre culture d'entreprise. On investit beaucoup dans les compétences, dans la requalification pour rendre cette ère numérique plus inclusive. On y met aussi un impératif éthique pour préparer la société au changement que les technologies qui sortent, qui émergent maintenant peuvent apporter. Et tout ça, évidemment, en continuant d'améliorer l'efficacité de nos opérations et à protéger l'environnement pour plus tard, pour les générations futures. Je parlais d'inclusion et de diversité. Donc, IBM a effectivement une longue tradition d'accueil des personnes aux capacités diverses. On pense évidemment aux problèmes avec la vision, en perte d'audition. C'est des choses qu'on a au sein du groupe depuis très longtemps. Et là, on s'intéresse beaucoup et de plus en plus depuis quelques années à l'innovation qui attire notre attention sur la neurodiversité. Alors, accueillir la neurodiversité dans une entreprise, c'est pas forcément toujours simple. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Ça signifie on vise en tout cas à inclure des personnes qui voient ou qui comprennent ou qui pensent le monde un peu différemment. Concrètement, c'est quoi ? On parle de l'autisme, de toute la famille des 10, les dyslexiques, les dyspraxiques, les troubles d'hyperactivité, l'hypersensibilité, les syndromes divers comme la Tourette, etc. Et plutôt que de considérer que c'est les différences comme des handicaps, on préfère voir et reconnaître cette neurodiversité comme une partie une variante de l'être humain, quoi. Concrètement, au sein d'IBM, pour un partage d'expérience un peu avec vous sur ce sujet, en 2015, évidemment, ça part toujours de l'intérêt d'une volonté de quelqu'un. Un petit groupe de 50 personnes à peu près au sein d'IBM aux États-Unis qui sont sensibilisées à titre personnel, ça démarre souvent comme ça, décident de se pencher sur la question, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ces personnes-là ne trouvent pas de travail, se retrouvent isolées, et pourtant elles ont, pour certaines d'entre elles, vraiment des compétences tout à fait exceptionnelles, et je pèse mes mots. En 2016, ce groupe est multiplié par 10 devant l'intérêt du sujet au sein d'IBM. Les premières embauches de neurodivergents ont lieu en 2017, c'est assez timide encore. Ce groupe de travail qui s'appelle maintenant les ND at IBM, la neurodivergence at IBM, est passé à 1400 personnes en 2019 et s'étend maintenant sur plusieurs pays. Et en tout début de cette année, on a mis en place un vrai programme au niveau de l'embauche qui se concentre sur deux domaines en particulier, à savoir de rendre le lieu du travail plus accessible pour les employés neurodivergents et développer des modèles d'embauche pour intégrer davantage les employés neurodivergents au sein d'IBM. Alors, vous allez me dire, Anne, c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas 350 000 employés. Je l'entends déjà, la question. Ça s'adresse pas à des structures plus petites. Eh ben, on n'est pas tous obligés d'être sur les mêmes sujets. Un sujet novateur pour IBM, mais chacun met son niveau d'innovation là où il veut
là où il peut. Si je me base sur les derniers mois de vie, tous ensemble branchés sur nos internets et nos Wi-Fi, on a quand même un problème avec la parentalité, avec le fait qu'on a eu à gérer tous nos enfants et nos devoirs, et etc. Tout en travaillant. Il y a sur ce point-là un gros travail aussi à faire. Et c'est en intégrant tout ça, toutes nos différences et toutes nos contraintes en tant qu'humains, employés, collaborateurs, qu'on va faire avancer cette RSE au sein de l'entreprise même. Voilà. Merci Anne. Ce que j'entends aussi, c'est que cet angle social et management est un angle qui va prendre de plus en plus d'importance et qui va devenir un véritable outil de stimulation des équipes. Puisqu'il va falloir mobiliser les clients internes des structures. Donc peut-être que Philippe ou Martine ont des choses à nous dire là-dessus, justement, sur les bonnes pratiques, qu'on soit en intégration de ND, donc de neurodiversité, ou pas d'ailleurs, puisque c'est pas le seul sujet. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est sur l'innovation, c'est-à-dire que en fait, la RSE, elle est à la base de toutes les innovations. Parce que quand vous pensez votre entreprise, en fait, la RSE, vous avez lu une définition, mais aujourd'hui, elle peut se résumer à travailler sur ses impacts sociaux, environnementaux, sociétaux, et donc et en lien avec ses parties prenantes. Donc, elle est tout le temps en train d'inventer son entreprise. Comment rendre mes salariés heureux? Comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle? Ça, c'est ce que la Covid nous a montré aujourd'hui. La pratique sociale aujourd'hui, c'est justement le télétravail qui est une de ces conciliations vie de travail, vie professionnelle, et qui à l'époque, avant la Covid, semblait impossible puisqu'il y avait que 17% des entreprises en France qui étaient en télétravail. Aujourd'hui, on a passé le cap des 65 ou 70%. Donc là, ça a été un mouvement très fort. La RSE, elle est à la base des innovations environnementales. Les autres intervenants en ont parlé, notamment sur l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, plutôt louer, plutôt voir l'usage que l'achat et la propriété. Elle est à la base de l'économie inclusive. On parlait de diversité, c'est justement à quoi. En fait, quand on parle d'économie inclusive, on réalise que tout ça est générateur d'argent. C'est-à-dire que inclure des gens dans l'entreprise, créer une richesse humaine, une diversité de couleurs, de pensées, d'actions, donne un élan à l'entreprise. Et elle donne encore plus fortement un élan à l'entreprise quand on se retrouve dans un virus qui fait que plus personne ne sait où est-ce qu'il faut aller. La Covid, elle a montré en termes managériels qu'on pouvait plus rester sur des gens qui se ressemblent. On a au contraire besoin de diversité et on a au contraire besoin de créer de la confrontation. Toutes ces entreprises qui sont descendantes, qui ne permettent pas de libérer la parole, libérer la pensée, libérer tout ça de leurs salariés, ils s'atrophient. Et quand il y a des crises comme ça, personne ne sait, tout le monde attend après le capitaine pour trouver les solutions. Alors que la RSE, c'est un formidable moyen de donner la possibilité à l'équipage de pouvoir donner le maximum d'informations au capitaine pour que ensemble ils puissent prendre la décision. C'est une intelligence la RSE. La RSE c'est une formidable équation entre gagner de l'argent parce qu'il faut clairement dire que la volonté première c'est de produire des richesses, mais en faisant en sorte de toujours prendre en compte ses salariés, l'environnement et le territoire. Et donc, il y a énormément d'innovation. Quand Evian réduit de 30% ses matières premières plastiques dans sa bouteille, quand vous prenez les bouteilles, maintenant, elle vous lâche dans les mains, c'est 30% de plastique en moins pour la planète, mais c'est 30% aussi d'économie pour l'entreprise de plus acheter ce plastique, etc., etc. Donc, on pourrait les décliner, mais et c'est extraordinaire tout ce qu'on trouve tous les jours. Je vous entends plus. Voilà, c'est bon. Super. Ouais, c'est bon. Donc, merci Philippe. Le Covid ou la Covid nous a effectivement mis dans des situations d'isolement tous. En tout cas, certains ne sont pas allés au bureau depuis au moins 6 mois, voire plus. Et la RSE est peut-être aussi un moyen aussi de recréer du lien entre équipes. Par exemple, Anne. Oui, c'est vrai qu'on a
À titre personnel, moi, je suis pas retournée au bureau depuis le 15 mars. Je crois que j'ai dû y aller une fois en septembre pour faire réparer mon ordi. Mais voilà, ça a un vrai impact après sur le relationnel d'équipe et puis managérial aussi. Encore à titre d'exemple, on avait eu du mal à tout d'un coup perdre le lien social, le lien avec le collègue ou la collègue. Ne plus se croiser au café pour parler d'autre chose que de travail, faire une pause pour aller manger et c'est à ce moment-là qu'il y a le lien qui se fait. On réduit son réseau aussi parce que les interactions sont forcément programmées, on perd en spontanéité, se fait sous visio. Et donc le réseau se réduit puisqu'on ne croise plus dans les couloirs ou dans l'open space tel ou tel autre membre d'une autre équipe, par exemple. Et donc la problématique qu'on avait, c'était pour garder absolument ce lien social qu'on souhaitait conserver, les liens entre les gens. On parle de gens. On a trouvé des petites astuces qu'il a fallu inventer parce que ça n'existait pas. La chance qu'on a chez IBM, je précise quand même, c'est que de par la nature de notre activité, on est quand même déjà tous très très équipés. On ne s'est pas trouvé confronté à un problème de connexion ou un problème technologique. On a quasiment pu en instantané du jour au lendemain tous pouvoir travailler à distance. Et ça, c'était une vraie chance. C'est pas le cas de toutes les entreprises. Mais avec ça, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et le relationnel était évidemment parent pauvre dans tout ça. On a réfléchi à d'autres moyens d'interagir. Moi, j'avais mis en place toute petite fenêtre tous les matins entre 9h et 9h15 en disant à l'équipe, écoutez, moi je suis là. Si vous avez besoin de parler. Alors des jours, j'avais des gens qui se connectaient, d'autres pas. Puis des fois, j'avais quelqu'un qui me disait, Anne, je me connecte parce que je sais que je vais voir personne aujourd'hui, je vais parler à personne. Donc ce petit quart d'heure avec un café, c'est parfait. Et moi, j'avais gagné ma journée. Donc c'est des petites choses, ça coûte rien. C'est à l'échelle de tout le monde ça. Mais c'est une autre façon de penser le relationnel. Et vraiment de développer ça. Le management aussi a fait d'énormes efforts pour vraiment améliorer la qualité de la communication, des choses beaucoup plus personnelles, des choses beaucoup plus à l'écoute. Et puis ça monte jusqu'à la direction générale qui s'est lancée dans presque un show TV, si je puis dire. C'est-à-dire vraiment ça faisait chaud au cœur de les voir au quotidien nous expliquer leurs problèmes qui étaient les mêmes que les nôtres d'ailleurs, et du coup ça remettait de l'humain dans tout ça, et on a senti un rapprochement du management par rapport aux collaborateurs. Alors il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui vont partir. Ce format-là d'échange avec le management, la direction semble être plébiscité par les collaborateurs d'IBM, donc je pense que c'est quelque chose qui va durer. Mais voilà, après chacun trouve ce qui correspond, mais il faut maintenir le lien et la communication, c'est majeur, quoi. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent naître d'initiatives personnelles à quelques niveaux que ce soit au niveau middle management ou carrément direction. Mais il y a aussi peut-être des bonnes pratiques à mettre en place pour éviter de déliter ce lien social. Et je vais passer la parole à Sophie de KPMG qui peut peut-être nous en parler. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les équipes, pareil, chez nous, se sont retrouvées en télétravail tous, on va dire, depuis mars également. Donc, alors on a eu la chance en fait d'avoir avancé de manière très volontaire pour mettre en place des choses qui dataient bien avant la Covid. Et je pense que les gens qui ont travaillé la RSE, et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille là-dessus, en interne et avec nos clients, eh bien, se sont trouvés mieux pendant la crise parce que justement, il y avait déjà des structures et des choses qui étaient là pour la résilience, pour l'organisation rapide de choses. Et nous, on avait une charte vie privée, vie pro, évidemment.
Et cette charte, elle a été, à mon avis, extrêmement et redite plusieurs fois. Donc ça paraît rien, mais ne pas envoyer des mails le week-end, ne pas envoyer des Teams ou des points sans arrêt dans toute la journée, ne pas dépasser 18 heures pour des réunions, des calls, des machins, des trucs, parce que bah voilà, même si on est à la maison, on peut s'arrêter pour manger et on peut s'arrêter à 18 heures. Et ça, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de séparation, hein, et du coup, on a tendance à laisser glisser les choses. Puis on a des gens très investis, hein, nos routines, hein, ils sont à fond sur leur sur leur boulot, mais il faut aussi presque équilibrer ça. Donc ça, c'est important de faire ça. On a une charte parentalité aussi qui a favorisé les personnes avec des jeunes enfants et on a été plus souple avec une recherche en fait de gestion aussi du stress. Hein. On a mis en place des réseaux où les gens pouvaient se confier, s'amuser. On a fait le clown sur nos petits réseaux sociaux internes aussi pour garder effectivement ce lien. Mais j'ai envie de dire que la politique RSE en matière sociale a été un appui très fort parce que on s'est trouvé confronté à ça et heureusement qu'on avait avancé auparavant. C'est vrai que les cabinets sont pas réputés pour être un lieu de bien-être, mais on avait vraiment beaucoup avancé pour se retrouver finalement pendant ces périodes moins soucieux de nos collaborateurs. D'accord, merci. C'est clair qu'au niveau du management, il y a une vigilance qu'il va falloir avoir. On parlait des horaires, mais pas que. Les cartes sont en train d'être remaniées, en fait, et on passe d'un management un peu top-down à un ensemble de parties prenantes qui vont toutes avoir leur mot à dire, puisque pour pouvoir fédérer, pouvoir mettre en place une politique RSE, il faut que chacun dans l'entreprise soit impliqué et convaincu surtout du bien fondé de ce qui est en train d'être mis en place en fait. En conclusion, je vais demander à chaque participant s'il avait 3 mots pour définir ce que serait la RSE de demain en fait. Martine, par exemple. Pour moi, c'est d'abord une question d'éthique. D'abord, des questions d'engagement qui emportent toutes les parties prenantes effectivement. Et sans doute aussi une question d'enthousiasme parce qu'on a besoin d'en avoir beaucoup et seule l'adhésion de tous, ça va au-delà d'engagement pour moi. L'adhésion, c'est vraiment un effet de cœur, va permettre aux acteurs internes, externes de l'entreprise de se mobiliser. Ce sont des efforts à faire, mais d'une portée absolument extraordinaire. Super. Philippe, 3 mots pour la RSE de demain? Alors moi, j'ai 3 mots dans un truc, je veux dire, c'est l'anticipation des risques. C'est l'agilité et le collaboratif. Le coopératif, le collaboratif. Merci. Sophie? Alors moi, j'ai 3 mots un peu différents. Obligatoire, on n'a pas le choix. Il faut y aller, et tous. Sinon, on est vraiment dans une situation difficile. Stratégique. Elle doit être pensée loin, maintenant et loin, c'est-à-dire à court terme et à long terme, et porteuse de l'économie de demain. On fera pas sans. Merci. Et enfin, Anne? Oui, ben moi, volonté volonté aussi, ça part de là. Après, il y a l'humain. Moi, je mets beaucoup l'humain au centre de tout ça. Et puis l'environnement, voilà, les préoccupations environnementales. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il nous manquait un petit Michel que je salue. Mais vraiment, c'est 3 volontés, l'humain et l'environnement, c'est vraiment ça. D'accord. Bon bah je vous remercie tous d'avoir été là visuellement, en visio, en présentiel pour cette première conférence en tout cas sur la RSE via Made in Soft. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit maintenant, soit plus tard. On prendra le temps d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle table ronde. Merci à tous et au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.